Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Un prêt simple et rapide en quelques clics, la success story d'October depuis 6 ans. Olivier Goy, CEO et fondateur d'October à Paris. On pense que les acteurs traditionnels, en fait, mériteraient de remettre à plat leur chaîne de prêt et leur expérience utilisateur au moment où ils prêtent. Et on pense même qu'ils ont un peu l'obligation de le faire. D'abord parce qu'ils le doivent à leurs clients qui en ont marre de vivre des expériences extrêmement pénibles. L'obligation de le faire aussi pour maîtriser leurs coûts. Olivier nous présente October, la plateforme de prêt qui permet à des PME européennes d'emprunter à des épargnants privés et des institutionnels. Il revient sur la création en 2014 de cette société, présente et régulée dans 5 pays. L'une des spécificités d'October, c'est son positionnement investisseur privé et institutionnel qui compte notamment dans ses prêteurs le Fonds européen d'investissement. On découvre l'expérience utilisateur côté prêteur et emprunteur, mais aussi les coulisses de la plateforme et notamment les algorithmes de calcul de scoring de risque. Cet Erasmus de l'épargne permet de prêter à des PME des montants de 30 000 à 5 millions d'euros pour des projets de financement variés, permettant donc une diversification de son portefeuille. Enfin, Olivier nous partage sa vision sur l'évolution nécessaire du lending dans le domaine bancaire. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour Solène. Merci pour ton accueil chez October à Paris. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation que je t'ai lancée le jour où j'ai lancé mon podcast. C'est vrai. Donc un grand merci. Avant qu'on commence à parler d'October, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Olivier Goy, je suis le CEO et fondateur d'October, une plateforme de prêt qui est une entreprise lancée en 2014, octobre 2014. Comme ça, vous aurez l'explication du nom en même temps. C'était Lendix avant, hein, Alors, c'était Lendix avant, c'est vrai. On pourra peut-être en reparler. Et pour terminer rapidement la présentation, toujours été un entrepreneur quasiment, puisque je suis entrepreneur depuis l'âge de 26 ans. J'ai créé 2 entreprises, une qui s'appelle 123 Investment Managers, qui est un fonds de capital investissement, et October, maintenant, qui est une plateforme de prêt aux PME. Parfait. Et donc toujours en France ? Tu es resté en France ? Toujours entrepreneur en France, exactement. Même si October, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est présente dans 5 pays, physiquement dans 5 pays, régulée dans 5 pays. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je sais que tu adores le sujet réglementaire. Donc, je pense qu'on va avoir le droit... Peut-être pas adore, mais bon, ça m'intéresse. Oh, si, tu as le droit d'assumer des passions bizarres. Parfait. Et alors, moi, j'ai un élément que tu n'as pas cité. J'ai vu que tu avais lancé une fondation qui s'appelle Photo for Food. Tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît ? Alors, je voulais me le garder pour la conclusion. Je garde pour la conclusion parce que j'ai écouté aussi religieusement tes podcasts et j'ai compris qu'à la fin, tu demandais de recommander un livre. Hein. Donc voilà, je me le garde pour la conclusion. Ne me vole pas ma conclusion. Parfait. Ok, donc on est là donc pour parler d'October, comprendre vraiment la proposition de valeur de cette société. J'ai déjà eu des épisodes enregistrés par exemple avec Firm Funding. Florence nous a parlé de la dette privée qui peut être utilisée, un moyen utilisé par les entreprises pour se financer. Dans quel contexte est-ce qu'October agit ? Alors déjà, October est né comme tous ses confrères dans un contexte très particulier, qui est le contexte en fait d'un changement réglementaire. C'est-à-dire qu'en octobre 2014, il y a eu un décret qui est paru et qui a ouvert une brèche dans le monopole bancaire. Ce que peu de gens savent en fait, c'est qu'avant cette date-là, il était strictement interdit de prêter de l'argent à une entreprise. Voilà, donc, autant tu peux avoir un ami qui monte une boulangerie, tu peux en devenir actionnaire sans aucun problème depuis, la nuit des temps. Autant ce même ami monte une boulangerie, tu ne peux pas lui prêter de l'argent, c'est du pénal et une amende. Et en octobre 2014, il a été décidé qu'en fait, grâce à un statut spécial qu'on appelle intermédiaire en financement participatif, un statut qui est placé sous l'autorité de tutelle de la CPR, il serait possible pour des plateformes, donc pour des gens comme October, de faire se rencontrer des prêteurs et les emprunteurs. Voilà. Donc, et forcément, quand cette loi est sortie, ça crée un appel d'air gigantesque, une 60aine d'acteurs à l'époque, juste en France, parce qu'il y a eu à peu près le même mouvement partout au même moment en Europe continentale. Juste en France, 60 acteurs se sont dit, tiens, lançons-nous en tant que plateforme, allons organiser la rencontre entre des épargnants, surtout particuliers à l'époque. C'était ça surtout qui était dans le texte de loi et les PME des entreprises.
Ok. Du coup, vous avez lancé les activités dans la foulée, quoi. On fait partie des premiers à s'être lancés sur ce marché, avec une vision néanmoins assez différente du reste du marché, c'est-à-dire que dès le démarrage, on s'est bien rendu compte que quand tu crées une plateforme, un lieu de rencontre, c'est un problème de poulet d'œuf en fait. C'est jamais simple les problèmes de poulet d'œuf. Ça vaut quand tu montes en site d'enchères, en site de rencontre, en site de n'importe quoi. Il faut trouver 2 catégories et les faire grandir de manière harmonieuse en même temps. Et on s'est dit que ça allait être assez dur en fait. Assez dur parce que quand tu te mets dans la peau de la première entreprise qui débarque sur une plateforme, dans notre cas c'était Alain Ducasse, notre premier emprunteur, faut-il encore mettre en face de ce dossier qui veut emprunter de l'argent suffisamment d'épargnants. Et tu le sais, puisque tu t'intéresses beaucoup à la fintech, c'est pas simple de recruter des épargnants, surtout pile au moment où tu en as besoin. C'est-à-dire que quand Alain Ducasse vient emprunter, il a besoin de l'argent dans les jours qui suivent, pas dans les mois ou les années qui suivent. Donc dès le premier jour, il faut une masse critique. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé à ce problème dès le démarrage. Et on s'est dit, il faut pas se concentrer uniquement sur une clientèle privée, mais il faut prendre non seulement des investisseurs privés, mais également des investisseurs institutionnels. D'accord. Et ça, c'est un peu ça a été notre marque et c'est notre marque de fabrique. Et ce qui nous a différencié, c'est que dès le démarrage, tu retrouves sur October des gens comme toi et moi qui viennent prêter avec leur smartphone à partir de 20 €. Comme tu peux retrouver le Fonds européen d'investissement qui a prêté quasiment 100 millions d'euros sur October, ou Groupama, ou CNP Assurance, ou Allianz, ou BPI France, ou ICO, qui est la BPI espagnole, qui viennent prêter à nos PME. Et ce mix, en fait, nous a permis de s'affranchir de ce problème de poulet d'œuf et de se concentrer uniquement sur une chose, acquérir des emprunteurs, c'est-à-dire convaincre des entreprises de changer leurs habitudes et d'aller voir en dehors du système bancaire pour emprunter de l'argent, ce qui n'était pas du tout naturel pour elles, habituées par des années en fait de situations de monopole. Alors monopole, ça fait un petit peu soviétique le monopole. C'est pas non plus EDF. Il n'y avait pas qu'une seule banque en France. Il y a une situation compétitive, mais monopole dans le sens où on n'avait pas l'habitude d'aller emprunter en dehors du système bancaire. Et tu as une idée de la pénétration justement de ce nouveau moyen d'emprunt au sein des PME, du tissu PME en Alors, France? la part de marché aujourd'hui est très petite. Est très petite d'abord parce que les banques sont extrêmement bien implantées dans le financement des entreprises. Même d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, même dans l'univers traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas une banque qui domine de manière forte le financement. C'est assez intéressant. Même quand tu vas dans des pays comme l'Allemagne, c'est encore pire. En Allemagne, tu as plus de 1000 banques, 1500 banques qui opèrent sur le marché. La plus grosse d'entre elles a 3% de part de marché. Donc, tu es sur un marché qui est extrêmement éclaté, fragmenté. Et tu n'as pas le fameux phénomène que tu vois souvent, par exemple, dans la technologie, the winner takes all, où tu as un acteur omnipotent sur le marché. C'est très intéressant. Tu disais qu'au niveau européen, ce qui s'est passé en 2014 en France, ça s'est répété dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a maintenant une harmonisation au niveau européen ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, l'Europe continentale, d'abord, était très en retard par rapport au UK, très en retard par rapport aux États-Unis, mais petit à petit, à partir de 2014, tous les pays s'y sont mis à peu près au même moment, mais chacun avec une régulation spécifique. Et aujourd'hui, ce serait trop facile sinon. Ce qui nous oblige, nous, en France, à être régulés par la CPR et l'AMF pour nos activités, ou en Espagne, à être régulés par la CNMV, donc l'AMF locale, l'AFM aux Pays-Bas, on doit répondre à la BaFin en Allemagne ou à la Consob en Italie. Voilà. Donc, en fait, on est dans 5 pays avec 6 régulateurs. Et chacun ayant des exigences différentes par rapport à notre métier, différentes et parfois incompatibles. Donc ça aussi, c'est une difficulté. Et là où je vais être un peu plus subtil dans l'analyse, puisque je sais encore une fois que c'est ta passion, sur la clientèle institutionnelle, on a une chance folle, c'est qu'avec un agrément unique, qui est un agrément de l'autorité des marchés financiers, on arrive à pouvoir gérer l'ensemble de nos investisseurs institutionnels sur le territoire européen, notamment grâce à une régulation, allez, je vais lâcher des noms comme ça, tu vois, grâce à ce qu'on appelle les ELTIF, les European Long Term Investment Funds. Donc c'est une structure juridique qui permet en Europe globalement de prêter n'importe où en étant régulé à un seul endroit. Extrêmement pratique. En revanche, pour les investisseurs particuliers, on est obligé de jongler avec des régulations différentes. À tel point qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas accepter les investisseurs privés allemands.
C'est ce qui est un déchirement pour nous. Alors que les C'est-à-dire Espagnols... de résidence allemande. Résidence allemande. Donc, autant aujourd'hui un Espagnol peut prêter à des dossiers italiens ou français ou hollandais, ou en hollandais à l'inverse à d'autres pays, mais les Allemands, on a été obligés de se couper de la clientèle allemande pour l'instant. L'espoir derrière la complexité, c'est qu'il y a une réglementation pan-européenne qui est en train de se mettre en place pour les investisseurs particuliers. Donc, on peut espérer que cette situation, qui est quand même assez complexe aujourd'hui, se simplifie à l'avenir. Espérons-le. Merci pour ce point réglementaire. Avec plaisir. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand on veut vraiment concrètement poster un projet de financement sur October et d'un côté et d'un autre quand on veut soi-même prêter sur cette plateforme? Alors, c'est deux expériences totalement disjointes, totalement différentes. On va commencer par le prêt, c'est le plus simple. Il y a deux catégories de prêteurs. Il y a les institutionnels et les particuliers. Les particuliers, c'est très simple. Ils prennent leur smartphone, ils ouvrent un compte October. Comme toute ouverture de compte, ils vont nous fournir des éléments de KYC, d'identité, c'est-à-dire un justificatif de domicile, une pièce d'identité et un RIB. Et ensuite, tout simplement, ils alimentent leur compte October avec leur carte bleue ou un virement. Extrêmement simple. Et en quelques clics ensuite, ils peuvent choisir les projets qui leur plaisent, s'identifient en double authentification, un petit Face ID, c'est fait, et ils se retrouvent prêteurs. Ils ont signé de manière électronique en contrat de prêt. Tous les mois, tant que l'entreprise effectivement est en capacité de le faire, ils vont recevoir du capital et des intérêts sur leur compte October et gérer la vie de leur portefeuille. Donc quand les entreprises auront remboursé, ils pourront soit réinvestir sur d'autres entreprises, soit retirer leur cash. C'est franchement d'une simplicité énorme. C'est une expérience qui est extrêmement agréable et quand on y pense, qui est complètement folle, parce que je sais que tu as une carrière dans la banque privée, faire souscrire par exemple un client français à un OPCVM italien, c'est en enfer. Oui. Ou essayer en tant que Français d'ouvrir un compte en banque en Espagne, on voit la complicité. Nous on arrive à faire vraiment un Erasmus de l'épargne où effectivement tu peux être français, prêter à une PME espagnole et on prend soin de tout, on prend soin de la réglementation, on prend soin de ta fiscalité et tout ça est dans ta déclaration d'impôt et on te fournit un imprimé fiscal unique en fin d'année, le fameux IFU. Je sais que c'est un ici, s'il n'y a pas le bon nombre de mots réglementaires employés pendant les 30 minutes de podcast, c'est pas bien. Donc on va faire tous les mots techniques. Voilà. Tout ça, c'est très simple. Après, il y a les investisseurs institutionnels. Ouais. Et là, on est sur des process beaucoup plus classiques d'investisseurs institutionnels qui nous auditent longuement avant de prendre une décision de prêter sur la plateforme. Et ensuite, en fait, ils souscrivent techniquement à ce fameux fonds, ce fameux LTIF, et on déploie leur argent sur la plateforme pour leur compte de manière automatique en fonction de ce qu'ils ont choisi comme stratégie, on va dire, d'investissement, puisqu'on a plusieurs thématiques. Bref, ça, c'est le côté prêteur. Oui. Ça fonctionne de manière, on va dire, très simple et très conventionnelle. Sauf que c'est, pour les particuliers, totalement online. La typologie de clients qui utilisent votre plateforme, c'est quoi comme type de personnes qui sur les particuliers? Oui. C'est la cible... En fait, on est en train entre il y a 5 ans et maintenant, on est passé de la cible classique ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire ceux qui adorent la nouveauté. Donc, ceux qui adorent la nouveauté, en général, ils ont plutôt moins de 40 ans, ils sont urbains et ils sont plutôt plus diplômés que la moyenne. C'est ça, dans les services financiers, quelque chose d'assez classique. Donc, c'est ce biais-là qu'on avait. Et heureusement, en grandissant, on arrive de plus en plus vers la population française moyenne au sens positif du terme, c'est-à-dire des gens plutôt plus âgés, venant de pas simplement des villes, mais de l'ensemble du territoire et toute origine socio-professionnelle. Donc aujourd'hui, ça va vraiment de l'étudiant de 18 ans jusqu'au retraité. Je crois que la personne la plus âgée doit avoir plus de 80 ans qui prête sur October avec son smartphone. Voilà, donc c'est vraiment le mouvement qu'on voit. Et pour une moyenne, tu peux... Pour une moyenne, justement, l'autre bonne nouvelle, c'est que
Alors, les prêts, c'est 20 € minimum, c'est 2 000 € maximum. Les gens, heureusement, les investisseurs, les épargnants ont bien compris qu'il fallait diversifier au maximum son risque, parce que bien évidemment, quand tu prêtes à une PME, elle peut ne pas rembourser, ça représente un risque de perte en capital. Donc aujourd'hui, là aussi, la moyenne, elle a tendance à baisser parce que là aussi, on passe d'une cible de early adopter à une cible plus classique. Donc on est sur des investissements, des prêts moyens. En général, nos prêteurs mettent entre 60 et 100 € par projet. Et nous, on les encourage à investir sur un minimum d'une centaine de projets. Voilà, c'est ça. Et il y a un côté, est-ce que tu penses qu'il y a un côté coup de cœur aussi pour un attachement particulier à des projets qui sont financés avec... vraiment la volonté d'aider une PME identifiée dans le même secteur d'activité que l'individu? Alors, nous, on essaye de leur dire qu'il faut mieux éviter les coups de cœur, puisque c'est le but, c'est quand même de construire un portefeuille qui soit plutôt robuste, bien diversifié dans tous les secteurs d'activité, ne pas surpondérer un secteur par rapport à un autre, ne pas surpondérer une zone géographique par rapport à une autre. C'est plutôt ce vers quoi on les emmène, plutôt qu'un investissement vraiment parce que c'est l'entreprise de la région et le secteur qu'on adore. Voilà. C'est un peu aux antipodes de ce qu'on leur préconise, ce qui veut pas dire que certains font le contraire de ce qu'on dit. Probablement qu'il y en a qui investissent par coup de cœur, mais on les invite plutôt à avoir une approche plus rationnelle de l'investissement. Ok, donc ça, c'est au niveau des prêteurs. Bon, les prêteurs institutionnels, je pense que c'était clair aussi. Alors maintenant, côté emprunteur, quel type de sociétés font appel à October et comment est-ce qu'ils entendent parler de vous? Alors, là, il y a deux questions assez complexes. Déjà, quel type d'entreprise il faut déjà savoir, nous, quel type d'entreprise on a envie de financer. Déjà, le premier prérequis, c'est de faire un minimum de 250 000 € de chiffre d'affaires. Le deuxième prérequis, c'est d'une entreprise rentable qui a donc une capacité déjà de remboursement de sa dette. Donc, désolé pour les auditeurs du podcast qui sont en mode start-up, il doit y en avoir certains. On ne finance pas de start-up, malheureusement. Ça, c'est plutôt d'ailleurs du financement en capital qui le fait, mais en tout cas pas de la dette de type October. Et on ne finance pas, malheureusement non plus, des sociétés qui sont en retournement ou en difficulté financière. On ne sait pas faire non plus, c'est un autre sport. Donc, nous, c'est 250 000 € de chiffre d'affaires rentable, c'est le minimum. Il faut avoir envie d'emprunter un minimum de 30 000 € aujourd'hui. Et après, le spectre, là aussi, est très large, puisque ça monte à des entreprises qui vont jusqu'à une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs dizaines de millions d'euros de résultats, donc vraiment, et qui peuvent emprunter jusqu'à 5 millions. Si on regarde maintenant plutôt les moyennes ou les médianes, on est sur des entreprises qui font selon médiane moyenne, entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le prêt moyen est plutôt aux alentours de 420 000 € à peu près. Donc, mais avec encore une fois un spectre très large de 30 000 à 5 millions. Et c'est pour des projets de tout type, hein? Alors, c'est pour des projets de tout type. Ça peut être du recrutement, ça peut être financer une présence sur un salon, ça peut être des dépenses marketing, ça peut être l'achat de mobilier pour ses bureaux, ça peut être pour acheter un associé qui doit sortir du capital, ça peut être pour plein de choses. Là où on est le plus fort, c'est sur le financement de l'immatériel. Parce que le financement du matériel, c'est souvent là où les banques ont moins d'appétit. Si vous voulez acheter typiquement vos bureaux, vos murs, c'est des financements très longs en durée, sur lesquels il y a un vrai appétit de l'univers bancaire. Donc là, on est moins pertinent que, par exemple, financer des recrutements sur lesquels on ne peut pas prendre un notissement, des cautions, etc. Donc le prêteur va vraiment prêter pour un projet, c'est ça? Exactement. L'entreprise, quand elle vient emprunter sur October, elle a un projet bien précis, défini. Et c'est sur cette base-là qu'on évalue l'opportunité ou non de lui prêter de l'argent. Alors du coup, tu as évoqué de façon très claire les éléments financiers du projet. Est-ce qu'il y a des éléments également, je dirais, en termes de qualité d'entreprise, des entreprises qui ont peut-être une certaine éthique? Est-ce qu'il y a dans la sélection des projets, des no-go ou des secteurs que vous refusez de soutenir? Alors, oui, bien sûr. Pour arriver à scorer l'entreprise, il y a au moins 3 grandes dimensions. La première, effectivement, c'est les éléments financiers, ce qui semble assez basique. La deuxième, c'est le dirigeant, l'équipe dirigeante. D'où vient-elle? Que fait-elle? Qu'a-t-elle à son actif ou son passif? Et puis ensuite, il y a le secteur d'activité. Et bien entendu, dans tout ça, il y a des secteurs que l'on s'interdit. On favorise de plus en plus aussi, pour donner des points supplémentaires aux entreprises qui ont des approches ESG, ce qui est très important aussi. Et puis après, il y a, au-delà de ces signaux forts, il y a tous les signaux faibles
que l'on capte aussi. Et ce qui est très intéressant dans notre métier, effectivement, la partie, puisque je sais que tu vas me plonger sous l'iceberg pour regarder ce qu'il y a, la partie visible de l'iceberg... Quelle réputation quelle réputation. Non, mais c'est vrai que la partie visible de l'iceberg d'une plateforme de prêt... on peut avoir l'impression que c'est comme un site de commerce électronique. En fait, on met des objets qui sont des prêts sur un site, et puis quand on est prêteur, on arrive, puis on met des prêts dans son panier, et puis on passe au paiement du panier, et puis on repart avec des prêts. Ça, c'est ce qu'on voit comme ça vu de l'extérieur. La réalité, bien sûr, est infiniment plus complexe. La réalité, c'est que derrière, nous, quand une entreprise vient demander un prêt, il faut la scorer, il faut rassembler de la documentation sur elle. Il faut accumuler de la donnée. Et aujourd'hui, ce qui est passionnant, justement, dans notre métier, c'est que ça fait 5 ans qu'on accumule de la donnée sur des centaines de milliers d'entreprises qui viennent tester leur éligibilité à un prêt October, et que ça nous permet, toute cette donnée accumulée aujourd'hui, par exemple sur les prêts garantis par l'État, qui est le sujet hautement d'actualité en ce moment, de dire à une entreprise de manière instantanée si on lui fait un prêt ou pas jusqu'à 250 000 euros. Et si ça, on est capable de le faire, c'est pas parce que depuis 5 ans, il y a des gens qui viennent déposer des projets, comme il y en a déposé des petites annonces sur une plateforme October. C'est très très loin de cette réalité-là. La réalité, c'est que ça fait 5 ans que chaque fois que quelqu'un vient nous donner accès à sa liasse fiscale, à ses comptes bancaires, qu'on stocke chacune des données individuellement, qu'on les stocke dans un immense data lake, en lac de données au sens strict, et qu'on cherche des corrélations entre les décisions qu'on a prises, les capacités de remboursement, etc., pour savoir si cette entreprise-là, on a eu raison ou tort de lui prêter. Et si dans le futur, comment est-ce qu'on doit prendre nos décisions pour, finalement, pour que nos prêteurs fassent les meilleures affaires possibles quand ils décident de mobiliser du capital pour financer une entreprise. Ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, vous avez développé vos propres algorithmes de calcul du scoring de risque, en fait. Exactement. Et ça, c'est au début, on va être très honnête, on était très manuel sur cet aspect-là. En fait, dans l'histoire d'October, je pense que la césure est maintenant, en fait. On a eu 5 ans où on s'est attelé qu'à 2 choses. Premièrement, repenser les process, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quand tu vas demander un prêt dans une agence bancaire traditionnelle, les process ne sont pas cohérents et comment on peut les améliorer. Je prends un exemple tout bête, mais pourquoi demander à quelqu'un, par exemple, quand il a emprunté de l'argent, un cabis de moins de 3 mois aucun chef d'entreprise dans un cabis de moins de 3 mois sur lui, peu savent comment on va le chercher, alors que le cabis de moins de 3 mois, typiquement, moi, en tant que plateforme, je peux aller l'acheter sur le site du commerce, registre du commerce et des sociétés, de manière totalement automatisée, sans embêter le chef d'entreprise. Pourquoi aussi lui demander ses liasses fiscales si je peux me les procurer par ailleurs dans des bases de données? Quel est l'intérêt de lui demander des liasses que je peux me procurer? Autre exemple. Quel est aussi l'intérêt de redemander à un chef d'entreprise une liasse fiscale alors qu'il me l'a peut-être donnée il y a déjà 3 mois? On a tous vécu dans une banque. Tous les ans, on vous demande, pour des raisons de KYC, vos liasses fiscales. Puis quand vous venez faire un prêt 2 mois après, avoir donné vos liasses, on vous les redemande. On dit, mais attendez, vous les avez stockées où? Vous ne pouvez pas les retrouver. Donc ça, c'est les process. Ouais. 5 ans à repenser en permanence les process. Deuxième chose, c'est la donnée. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'aucune banque ne stocke la donnée sur ses entreprises de manière exploitable. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes une boulangerie cliente d'une banque dans le 9e arrondissement ici. Vos liasses fiscales, elles sont peut-être stockées quelque part sur un serveur, mais pas du tout de manière exploitable. Peut-être faire un clic droit enregistré sous dans fichier PDF de votre liasse fiscale, mais on ne va pas l'exploiter. Nous, chaque donnée de la liasse fiscale est stockée de manière à être exploitée, pouvoir comparer le compte de résultat de la boulangerie X à la boulangerie Y en fonction des quartiers, en fonction de son activité, etc. Et tout ça, ça nous a amené à pouvoir effectivement développer un modèle de scoring automatique, mais qu'on ne pouvait pas faire au démarrage, parce qu'au démarrage, ce que l'on ne savait pas, c'était quelle était la population. On ne connaissait pas assez la population des entreprises qui allaient venir demander des prêts sur October. Et aujourd'hui, grâce notamment à cette... C'est paradoxal de dire ça, mais grâce à la mise en place des prêts garantis par l'État, nés avec cette crise du Covid, on arrive à prendre des décisions instantanées sur des prêts jusqu'à 250 000 euros en France, en Italie notamment, qui sont les 2 pays où on a lancé la technologie. Et ça c'est un accélérateur incroyable pour notre activité. Juste pour donner une idée, normalement juillet-août, c'est des mois morts, notamment en France et en Italie, qui sont des pays qui respectent bien les traditions des vacances. On a fait 10% des projets de notre histoire entière pendant ce mois de juillet et mois d'août. Extraordinaire. Grâce au déploiement de cette techno. Et donc on sent que la techno, là, c'est le plaisir que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on sent que la techno répond à un vrai besoin de marché
de rapidité, facilité d'utilisation, et que ça va obliger aussi mécaniquement à un moment donné les acteurs bancaires qui fonctionnent de manière extrêmement traditionnelle sur leur métier du prêt, considérant qu'après tout le prêt, c'est pas un métier qui s'industrialise vraiment, je pense qu'il est une erreur majeure. Ils ont préféré d'abord mettre l'accent sur des paiements, sur le B2C, mais on s'aperçoit qu'en B2B aussi, il y a un énorme besoin de se transformer sur le plan de la technologie. Et vous avez la volonté de mettre à disposition cet algorithme en marque blanche pour des établissements financiers? En fait, c'est pas que l'algorithme, parce que d'abord, on respecte le fait que chacun a sa propre sauce de scoring, mais c'est aussi les process. Et en fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, il y a eu les néobanques et nous, on a un peu l'intention d'inventer le néo-lending, le nouveau prêt. Et on pense que des acteurs traditionnels, en fait, mériteraient de remettre à plat leur chaîne de prêt et leur expérience utilisateur au moment où ils prêtent. Et on pense même qu'ils ont un peu l'obligation de le faire. L'obligation pour deux raisons. D'abord parce qu'ils le doivent à leurs clients qui en ont marre de vivre des expériences traumatisantes au moment de faire un prêt et extrêmement pénibles, premièrement. Deuxièmement, ils ont un peu l'obligation de le faire aussi pour maîtriser leurs coûts. Ce que beaucoup réalisent aujourd'hui, et notamment en France, c'est que en fait, distribuer du prêt coûte cher, surtout quand les marges sont faibles. Et les marges, elles sont faibles pour deux raisons aujourd'hui. Elles sont faibles d'abord parce que les taux sont bas. Bien sûr. Donc les banques donnent peu d'argent. Elles sont faibles aussi parce que le taux de défaut augmente. Donc déjà, on facturait peu, mais en plus, il y a plus de défauts qu'attendu. Donc là, ça devient critique. Et puis, elles sont faibles aussi parce que les frais commencent à devenir encadrés. Ce qu'il faut savoir avec les prêts garantis par l'État, c'est qu'une banque qui distribue 1 milliard d'euros de PGE, la première année, elle fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Toi qui as travaillé dans l'univers bancaire, tu sais ce que ça coûte de distribuer 1 milliard d'argent. C'est impossible avec 250 000 euros de chiffre d'affaires de couvrir les coûts d'1 milliard d'argent distribué. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de combien ça me coûte unitairement de distribuer un prêt. Et si je ne mets pas un peu de technologie, un peu d'intelligence là-dedans, je vais non seulement avoir mes revenus qui baissent, mais en plus mes coûts qui restent à un niveau qui est complètement incompatible avec le reste. Et très honnêtement, on voit des banques commencer à prendre conscience de ça, mais je les trouve extrêmement timides encore pour beaucoup d'entre elles et pas à la hauteur du problème. C'est-à-dire que là, il y a une urgence pour elles à agir parce que c'est pas... Il ne faut pas qu'elles mégotent à l'investissement. Il y a urgence si elles veulent moderniser leur système avant qu'ils ne viennent complètement immodernisables et que la legacy en fait rende paralyse toute action. Oui, mais donc tous ces exercices de transformation, il y en a dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est il y en a complexe. Dans tous les sens. Il y en a dans tous les sens. Merci beaucoup. Je voulais juste que tu précises aussi au niveau de la traction, comment est-ce que les PME vont de vous? Est-ce que vous avez des équipes commerciales déployées sur les différents territoires dans lesquels vous opérez? Oui, bien sûr. Alors d'abord, notre action est très locale. Donc les équipes d'October aujourd'hui, c'est plus de la moitié des effectifs qui ne sont pas en France, donc ils sont à Madrid, Milan, Amsterdam et Munich, pour être clair. Et localement, c'est des équipes de crédit, des équipes commerciales qui vont porter la bonne parole auprès des PME. Et puis même les équipes de recouvrement, parce que malheureusement, tout le monde ne paye pas à temps. Donc, il faut aussi gérer le recouvrement. Et ça, c'est un métier, un sport qui est très local également. D'accord, merci. Et alors, en termes de développement, je dirais à horizon 5 ans, où est-ce que vous vous voyez ? Alors, là aussi, comme je te le disais tout à l'heure, on est à un tournant assez excitant. On voit l'accélération. On va faire, je ne sais pas quand sortira ce podcast, je te retourne la question, c'est quand ? Écoute, au mois d'octobre. Bon, au mois d'octobre, vous saurez de quoi je parle, puisqu'on va faire des annonces intéressantes d'ici la fin septembre, assez significatives, qui vont nous donner encore plus de force de frappe pour prêter. Donc des choses très, très sympas. Donc retournez lire sur notre site le communiqué de presse si vous l'avez loupé. Et voilà, donc on est plutôt excité par la période qui s'ouvre, tout en étant extrêmement vigilant, parce que c'est une période, on vit tous la même chose, pleine d'incertitudes, avec son lot de difficultés chaque jour. Donc plus que jamais, l'agilité va être clé pour exécuter la vision qu'on a, qui est vraiment de transformer la manière d'emprunter pour les chefs d'entreprise. Et vous avez des volontés d'aller aussi sur d'autres continents, aux États-Unis ? Non. D'accord. Alors là, je peux couper la question parce que la réponse, non, parce que c'est un métier en fait qui est internationalisable, mais pas mondial.
C'est-à-dire que tant qu'on reste dans la zone euro, on crée beaucoup de synergies, on peut utiliser nos prêteurs pour les différents pays, mais quand on sort de sa zone monétaire, ça devient extrêmement complexe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a aucun concurrent américain, aucun concurrent anglais, aucun concurrent asiatique. Et c'est tant mieux. C'est aussi pour ça, parce qu'ils sont tellement bien financés que je pense qu'ils pourraient faire qu'une bouchée de pain de nous. Donc aujourd'hui, on est le numéro 1 en Europe continentale, et je pense que c'est une position qu'on peut clairement défendre. Je serais moins à l'aise de défendre ça par rapport à une startup asiatique qui serait capable de lever 500 millions d'euros de fonds propres face à nous, qui n'en avons levé que 51. Donc là, je pense qu'on a une position intéressante à tenir. C'est un marché plus multilocal, et d'ailleurs, c'est exactement la même chose dans l'univers bancaire. Les banques, en fait, ne sont pas mondiales, elles sont multilocales. D'ailleurs, je dois avouer un truc, c'est que j'ai jamais, tant pis, désolé pour eux, mais j'ai jamais compris pourquoi HSBC faisait de la pub dans tous les aéroports. Toute personne qui était client d'HSBC sait qu'on ne peut pas ouvrir un compte n'importe où chez HSBC, que c'est pas du tout mondial. Donc, désolé, c'est bon. Tant pis. J'ai perdu un prospect. Voilà. Donc, ce n'est pas un business mondial. Parfait. Bon, Olivier, je vois l'heure qui tourne. Je suis très triste parce qu'on va devoir abréger... terminer cet épisode. Est-ce qu'on peut parler du coup de Photo for Food maintenant ? Tu allais me demander quel était mon livre préféré. J'ai écouté religieusement les podcasts. À la fin, tu me demandes quel est votre livre préféré. Quel est ton livre préféré en termes d'innovation ? Alors, du coup, tu vas nous parler de ton livre préféré et de Photo for Food. Alors voilà. Alors je vais. En fait, ça va me permettre de faire un clin d'œil. C'est qu'on sort. Alors Photo for Food, c'est une fondation que nous avons créée avec ma femme, qui a quitté effectivement son job pour se consacrer à temps plein à cette fondation, dont le but est de mettre l'art au service des autres. Plus précisément, ça veut dire vendre des photographies, en l'occurrence, pour payer des repas à ceux qui ne peuvent pas se les payer. Donc concrètement, ça veut dire, là, on est en train d'enregistrer cet épisode au 94 rue de la Victoire, dans le 9e. Ça veut dire que concrètement, le lundi, le mercredi et le vendredi soir, de 19h à 21h, avec les Restos du Cœur, on ferme la rue, on distribue des repas chauds, et on a acheté avec la fondation un camion pour faire ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire récupérer les invendus dans les restaurants et supermarchés, les reconditionner, les distribuer. Donc on a payé le camion et une année de repas avec les Restos du Cœur. Et ça, on le fait grâce à la vente de photographies. Donc tu peux mettre des photos sur les murs de ton bureau, à ton domicile, qui paieront des repas. Et une des actions de la Fondation, donc ça me permet de répondre à la question du livre, est de sortir également, a sorti là tout récemment, il y a quelques jours, un livre qui s'appelle Hackers ouverts, qui est un ouvrage avec 21 photographes et 11 grands auteurs, académiciens, prix Goncourt, etc., qui ont écrit des superbes textes sur les photos. C'est un livre qu'on vend 100 € dans son édition classique. Et la promesse, c'est un livre qui vaut 100 € et qui permet de payer 100 repas. Vous pouvez aller l'acheter tout simplement en ligne sur le site de la Fondation Photo for Food, for avec un 4, oui. Fondationphotoforfood.com. Vous pouvez aller acheter ce livre et vous ferez une bonne action et vous ferez plaisir en même temps en ayant un super livre de photos avec des textes incroyables de Tahar Benjeloum, de Safia Azedine, de Tatiana Dronet, de Xavier Darcos, ce chancelier de l'Institut de France, etc. Magnifique. Mais du coup, je mettrai le lien sur le résumé de l'épisode. C'est très gentil. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir. Également, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!